David et Picaboo se sont coupés en 4 cette semaine pour alimenter notre revue de presse technologique de A à Z dans cet épisode 331. Mais en sautant quelques lettres, je vous rassure, il est question d'AirTags indiscrets, de publicité dans nos conversations, de procès sur fond de crypto-monnaie ou encore de jeux vidéo en auto. On parle aussi de l'algorithme de TikTok, de données personnelles et d'objets lunaires non identifiés. Bienvenue et d'avance merci pour vos abonnements, vos partages également dans vos réseaux de nos contenus. Merci pour les pouces levés sur YouTube, pour les étoiles dans les applications de podcast et j'en passe, etc. Bonjour messieurs, bonjour Picaboo pour commencer. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, je pense que tout le monde va bien. Du côté de David, est-ce que tout se passe bien? Salut. Oui, tout va bien. Toujours un petit délai, hein, parce que c'est la Thaïlande, que voulez-vous, et on fait le tour du globe 3 ou 4 fois avant de toucher la Thaïlande. C'est un raccourci un petit peu difficile. On va saluer 5 auditeurs, parmi lesquels certains nous ont laissé des messages sur les réseaux sociaux, ou sur notre site internet d'ailleurs, comme c'est le cas de Primo. Achille Talon nous a laissé un commentaire également, Sébastien Boireau, Booker C, ainsi que Battant, qui nous a laissé un commentaire sur lestechno.be. Là aussi, vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. On essaye de tout lire et de ne passer à côté de rien, ce qui n'est pas toujours évident, tellement il est possible d'envoyer des messages. On n'a jamais été aussi connectés et on ne s'est jamais aussi peu parlé. C'est un petit peu dommage. Donc n'hésitez pas, lancez-vous et on essaiera de vous répondre, évidemment. On a un programme, j'allais dire chargé, mais pas plus que d'habitude, finalement, mais il s'est passé quand même 2-3 trucs cette semaine, et vous avez épinglé 2-3 informations. Sans plus attendre, si vous le voulez bien, je vous propose de passer à notre abécédaire avec la lettre... Bah oui, la lettre A comme AirTags, Picaboo, des AirTags qui volent des voitures, en quelque sorte, on y met des guillemets évidemment, c'est le sujet de cette chronique que tu as épinglée cette semaine. Oui, on a vu passer une petite information comme quoi au Canada, la police a fini par comprendre comment certains voleurs arrivaient à voler des voitures de luxe sans se faire prendre. Alors voitures de luxe qui sont protégées à la base même avec des systèmes de sécurité à l'intérieur, hein. Tout simplement, ils ont acheté quelques AirTags et puis ils vont planquer quand monsieur ou madame avec leur voiture vont se garer sur un parking public de supermarché ou quelque chose comme ça. Ils vont mettre dans la petite trappe d'alimentation essence ou un petit peu ailleurs, je sais pas où, mais bon là a priori c'est la prédilection qui fait que il est bien placé à cet endroit-là. Ils vont placer le AirTag de monsieur Apple. Et ça leur permet de suivre la voiture, de savoir où la voiture est garée quand elle est à domicile, bien sûr. Ouais. Et puis une fois que la voiture est localisée, d'entrer dans la petite courette ou dans le petit allée privé du monsieur ou de la madame, de fracturer la voiture sans être gêné par des passants qui passent. De monter dans la voiture avec leur petit système pour désactiver le système électronique qui protège la voiture, système d'alarme, et de partir avec la voiture. Et accessoirement de récupérer leur AirTag, évidemment. Oui, c'est voilà. Ça, tant qu'à faire, autant récupérer le matériel qui va avec. C'est marrant cette news parce que il fallait s'y attendre. D'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, enfin quand je dis il n'y a pas tellement longtemps, si, il y a quand même très longtemps, je me rappelle d'avoir fait une chronique, c'était dans ce qui existait avant les technos. Vous imaginez, c'était donc il y a plus de 8 ans, et on avait parlé d'un accessoire qui ressemblait un peu au AirTags, qui fonctionnait selon le même principe, ou presque, à l'époque, et qui était destiné à taguer nos animaux domestiques. Le chien-chien, le chat-chat, pour le retrouver, pour voir déjà où l'un ou l'autre allait se promener quand on n'était pas là, etc. Et j'avais un de mes chroniqueurs de l'époque, ou invité, je ne sais plus, qui avait émis l'hypothèse que ça pourrait être aussi un petit peu dangereux pour, par exemple, les épouses ou les maris un peu suspicieux ou suspicieuses par rapport à leur conjoint ou conjointe, pour les suivre, pour les pister en quelque sorte, pour les fliquer d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est vrai qu'on en a parlé quand les AirTags sont sortis, mais c'est tout à fait plausible. Alors, même si Oui, tu vas préciser le truc. Il y a une sécurité, ouais, qu'Apple a mis en place dans les AirTags, qui fait que si le AirTag est éloigné de vous et que si votre AirTag à vous est éloigné, ouais, de vous et qu'il est à côté de quelqu'un ou d'un téléphone qui ne correspond pas à vous, au vôtre, ouais, ouais, il va se mettre à sonner.
Et si vous avez un iPhone, votre iPhone, si vous avez un iPhone, si la personne en question a un iPhone, ça va lui signaler sur son téléphone que elle est suivie par un AirTag. C'est pour ça que tout à l'heure que je disais, quand il place le AirTag dans le petit bouchon d'essence, c'est-à-dire très en arrière de la voiture, pour pas qu'on l'entende. Je sais pas où ça se trouve, mais enfin a priori en général c'est à l'arrière de la voiture. À l'extérieur, quand vous êtes dans la voiture, vous n'entendez pas le AirTag sonner. Donc forcément, vous pouvez attendre un moment avant de vous en rendre compte. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que ça doit être la petite astuce qu'ils ont trouvée pour... La parade, effectivement. Oui, ça, en le disant, je me suis rappelé de cette particularité de l'AirTag. Ceci étant dit, ça reste quand même toujours un petit peu... c'est parce que finalement, pour éviter qu'il sonne, j'allais dire une bêtise, genre tu mets ton smartphone avec l'AirTag, ça ne sert à rien, ça c'est complètement idiot. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, ça parce qu'après, tu peux suivre le tag avec un iPad, avec ton ordinateur, etc. Oui, pourquoi pas. Qu'en pense David de cette petite manipulation de l'AirTag? Je me pose la question parce que je connais pas très bien le AirTag, mais si je me souviens bien, c'est une technologie Bluetooth qui est derrière, un Bluetooth LE. Ou je me trompe? Oui, c'est ça. Donc, comment... il y a le Wi-Fi aussi. Mais comment est-ce que le tracking peut être fait si le AirTag est mobile, parce que le Bluetooth ça a une portée de plus 10-20 mètres. Le principe de base qu'a utilisé Apple pour créer ce AirTag, c'est que il se connecte à tous les matériels Apple qui existent dans le monde ou en ville ou voilà. C'est ce qui fait d'ailleurs son défaut dans certaines configurations. Quand vous êtes en ville, il y a plein de gens qui passent avec un iPhone, avec un iPad, avec un ordinateur, avec un MacBook, voilà. Oui, c'est ça. Forcément, à un moment donné, toutes les 5-10 minutes, vous avez quelqu'un qui passe à côté. Quand vous êtes à la campagne, c'est moins facile. Si vous perdez vos clés avec le AirTag dessus, en plein milieu d'un champ, il faudra attendre que l'agriculteur qui passe avec son tracteur et son iPhone, voilà, s'il a un iPhone, détecte le AirTag. Et dans ce cas-là, ça marche moins bien. Oui, donc voilà, pour répondre à ta question. Donc les iPhones servent à traquer les AirTags qui sont autour d'eux, et l'alarme, c'est dans le cas où un AirTag bouge à la même vitesse et la même direction que l'iPhone. Oui, enfin quand tu n'es plus lié, quand il n'est plus vraiment à proximité, enfin voilà. Quand il correspond plus au déplacement que tu as avec ton matériel propre. Voilà. Oui. Ce qui est logique en même temps, ça te permet aussi de le retrouver. L'idée, c'est de retrouver les objets perdus. Ça te permet aussi de dire, tiens, ici il y a un objet perdu, quoi. Pip pip, il fait bip bip. Donc ça fait partie d'un ensemble, et l'ensemble des devices Apple qui circulent servent de pont entre guillemets avec l'AirTag. Enfin voilà, on va pas en faire des louches non plus. C'est une utilisation un peu dévoyée qui est proposée ici. Ça valait quand même la peine de le mentionner. Passons à la suite. Avec David pour parler Bitcoin, ou plus particulièrement de l'inventeur autoproclamé du Bitcoin. Certains se rappellent de l'histoire, mais tu vas quand même nous la rappeler, je pense, David, parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte pour qu'on comprenne tout bien depuis le début. Je te laisse faire. Donc voilà, Craig Wright, qui est un informaticien et businessman australien, s'est auto-déclaré comme étant l'inventeur du Bitcoin et étant le principal auteur derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto, avec son partenaire David Kleiman, qui est décédé en 2013. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il y a eu un procès qui a été lancé par le frère de David Kleiman pour s'approprier la moitié de soi-disant 1,1 million de bitcoins qui auraient été minés entre eux. C'est un procès qui s'est déroulé en Floride, aux États-Unis. Et qui a eu pas mal de rebondissements. Et là, tout récemment, le jury a décidé que finalement, Craig Wright a le droit de garder les 1,1 million de bitcoins dont il n'a jamais prouvé
qu'il était le propriétaire. Ça fait beaucoup de sous. Voilà, donc ça fait 54 milliards de dollars au cours actuel. 48 milliards d'euros. Bon. Il faut savoir que le jury, le procès et le jury n'a pas dû trancher la question de si oui ou non il était Nakamoto. C'était simplement de déterminer qu'il y avait une relation de travail entre les deux personnes et si oui ou non une partie une partie du pactole qui a été développé ensemble revenait ou non à la famille du défunt. Oui, en fait, on sait, si je comprends bien, on ne sait toujours pas c'est pas un procès pour définir si c'est le créateur du Bitcoin ou le co-créateur du Bitcoin ou non. C'est simplement de savoir si, sur le pactole entre guillemets engrangé avec son collègue, s'il a droit à la moitié de ce pactole. Voilà, tout à fait. Oui, vas-y, continue. Il avait déclaré dans un procès précédent, parce que bon, c'est un procès, il y a eu plusieurs rebondissements, qu'il allait prouver qu'il était Nakamoto, qu'il allait recevoir, qu'il s'était fait envoyer les clés du portefeuille qui contenait les 1,1 million de Bitcoin. Il n'y a jamais eu la moindre preuve je dirais qu'il y a la majorité des gens ne croient pas trop à son histoire, c'est un petit peu un coup de pub. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de ça, il y a un autre procès pour 100 millions de dollars, où là, il y a réellement un souci. Ils avaient monté une société de recherche pour la défense. Et là, c'est un procès où il y a 100 millions de dollars en jeu, mais 100 millions comparé à 54 milliards, c'est pas grand-chose. Mais bon, là au moins c'est réel, et là il y a des preuves. C'est ça, quoi. Enfin, mais c'est, de nouveau, je sais pas ce qu'en pense Picaboo, de ce genre de news. On atteint des sommes complètement faramineuses. Déjà, on ne sait pas imaginer ce que ça représente. Mais voilà, qu'on puisse légiférer. Enfin, en tout cas, c'est des problèmes de riches, hein, excusez-moi. Mais... oui, c'est ça. C'est vraiment des problèmes de riches. Et alors, c'est assez contradictoire, c'est-à-dire que le monsieur n'a pas été capable de prouver que c'était bien à lui, alors qu'en fait, la blockchain est censée prouver que ce qui est dessus est bien à soi. Oui. Bon. Non, voilà, il y a la blockchain prouve qu'il y a eu 1,1 million de bitcoins qui ont été minés au tout début, mais qui n'ont pas bougé depuis le début du bitcoin. Donc, n'importe qui peut dire c'est à moi que ça appartient, j'ai les clés, mais je ne donne pas la preuve que j'ai les clés. Donc, c'est des bitcoins perdus. Est-ce que c'est vraiment Louis? Est-ce que c'est pas Louis? Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait une preuve du contraire ou une preuve de oui, on ne sait pas. Je tiens à signaler, parce que c'est passé dans les news aussi, je pense que c'est pas plus tard qu'aujourd'hui, je rappelle que nous enregistrons ce podcast le jeudi, de manière générale. Je sais pas si vous vous rappelez, ce gars qui avait perdu le disque dur sur lequel il avait stocké ses bitcoins, mais il y a déjà très très longtemps, et qui s'était rendu compte qu'il avait jeté l'ordinateur à la poubelle, et avec le disque dur dedans, et que finalement ça avait quand même pas mal de valeur. Je pense que ça se comptait aussi en plusieurs millions, je pense, au niveau du change. C'était ça, il y a un truc comme ça. Voilà, et donc il paraît qu'il cherche toujours. Oui, c'est ça. Il est toujours en train de chercher. Quoi. Ça va être le combat de sa vie, celui-là. Et sur les quelques dernières années, c'est passé de quelques millions à quelques centaines de millions de dollars, je pense. Forcément. Et donc il cherche encore plus. Il cherche d'autant plus. Quand le Bitcoin s'effondre, il se dit, oh, finalement, pas grave. Et puis ça remonte. Oh non, il faut le trouver. Ça doit être horrible à vivre. Moi, je l'aurais fait mon deuil, hein, très honnêtement. Voilà, c'est comme ça. 100 millions de dollars. C'est une somme quand même. Hein. Ouais, mais enfin, on peut toujours rêver. Voilà. Je pense que maintenant, pour les 54. Oui, vas-y. Pardon. Pour les 54 milliards de dollars, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est vrai et qu'il les empoche, il passe au top 10 des plus riches du monde du jour au lendemain. D'un seul coup. C'est quand même très donc il pourrait faire son petit Elon, quoi.
Il pourrait. Il faut voir comment il les investirait, ces pépettes. Hein. C'est peut-être un tuche, on ne sait pas. Passons à la suite, si vous voulez. Ou plutôt comme e-bike, ou e-bike, en anglais, ou en français dans le texte. Des vélos électriques gratuits pour tout le monde, c'est une hypothèse. On va le dire tout de suite, c'est pas une news, c'est un édito que tu as trouvé, Picaboo, et sur lequel tu voulais rebondir. Oui, c'est un édito qui date de fin novembre, qui a été publié dans le New York Times. Donc peut-être vous pourrez le lire, peut-être pas, parce que nous ici, moi je peux le lire, mais pas forcément les petits camarades. Mais donc on vous mettra quand même le lien pour que vous puissiez le lire, parce que c'est quand même assez long. Hein. Oui, juste pour dire, il est payant. L'article est payant, donc si vous voulez mettre la main à la poche, c'est libre à vous. Mais on tient à vous prévenir. En général, on scrute ça, on fait attention à ça, et on vous met des articles auxquels vous pouvez accéder facilement, même si on ne dit pas que vous ne devez pas payer quand il faut payer, hein, c'est pas là la question. Mais ici, on préfère vous prévenir que c'est un édito, qu'il a quelques semaines d'existence et qu'il est derrière un paywall. Voilà. Mais c'est libre à vous d'aller jeter un œil si ça vous chante. Voilà. Et donc, il s'agit de Jay Caspian Kang. J'espère que j'écorche pas trop son nom, qui est un rédacteur d'opinion dans le New York Times, qui a fait une réflexion intellectuelle poussée à son maximum concernant l'utilisation et la transformation des villes avec des vélos électriques, donc e-bike. Ça se passe aux États-Unis, bien sûr. Donc il a réfléchi à ça dans un contexte où aux États-Unis la voiture est quand même reine. Pour lui, il y a une solution qui consisterait à bannir de façon radicale la voiture, alors à quelques exceptions près quand même, je vais vous l'expliquer après, et la remplacer par des vélos électriques gratuits pour tout le monde. Ça veut dire que il dit les villes, les communes, enfin si c'était en France ou si c'était en Belgique ou si c'était à Taïwan ou je ne sais pas où, enfin voilà, n'importe où, achètent des vélos en quantité pour leurs habitants et les prêtent à leurs habitants, moyennant quelques conditions, hein, mais gratuitement. Et on élimine la voiture de la ville, à l'exception de tout ce qui est absolument nécessaire, c'est-à-dire les transports urgents, la sécurité, ce genre de choses, et encore même là, il passe en électrique. Oui. Pour tout ce qui est, par exemple, les personnes handicapées, les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer toutes seules. Il propose soit des vélos qui seraient des triporteurs ou des choses qui il y a des vélos à 3 roues ou à 4 roues qui pourraient être motorisés, ou des taxis électriques aussi. Donc ça, il le propose. Et après, effectivement, il était aux États-Unis. Donc il dit, on peut avoir éventuellement, entre les villes, la voiture. Là, effectivement, c'est intéressant parce que le kilométrage est important et donc effectivement, ça pose un souci d'utilisation et personne ne fera 200 km sur un simple vélo électrique. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est pas possible de le faire. Donc voilà un peu le déroulé de l'article. Il prend comme hypothèse de base que ça a été testé en 1965 par un Néerlandais à Amsterdam. Et ce Néerlandais, je vais essayer de vous prononcer le nom, Loud Schilmelpenninck, j'espère. J'adore ton accent. qui était un anarchiste et un ingénieur à Amsterdam, donc en 1965, donc dans les années 60, et qui a testé ce système. Il a testé ce système pendant quelques années en achetant 10 000 vélos. Et il a créé ainsi pendant à peu près 1 an un système de vélos gratuit qui était distribué aux habitants. Ça a fonctionné. Ils ont comment dirais-je, ils ont créé un mouvement qui s'appelle le WBP, donc le White Bicycle Plan. Voilà, en gros, ça. Et il semblerait que cette base, cette idée de base, ait fait des petits un peu partout, et que c'est ça qui a donné ensuite tout ce qui est aujourd'hui les vélos en libre service qu'on a un peu partout dans les villes. Il semblerait que ce soit ça l'idée de base. Alors, sauf qu'en libre service aujourd'hui, ça ne veut pas dire gratuit.
Mais lui, il avait dit, l'idée, c'est quand même de l'avoir gratuit. Voilà l'idée de base. Alors, si vous arrivez à lire l'article, ou si vous voulez lire l'article, il est très long. Le journaliste qui a fait cette analyse, cette proposition, a proposé ça aussi à un de ses collègues, une de ses connaissances avec qui il a fait Berkeley, et qui était un expert en déplacement urbain et en ce genre de choses. Voilà. Et ils font un petit échange d'idées entre les deux. Il y en a un qui dit à l'autre, oui, mais ça ne marchera pas. Alors l'autre lui dit, bah oui, effectivement, mais on peut peut-être changer ça en faisant ça, etc. Ils sont challengés, quoi. Ils trouvent plein. Voilà, ils trouvent plein d'idées. Ils essaient de comprendre le pourquoi du comment, le plus et le moins. Tout ça pour dire que ça m'a intéressé parce qu'aujourd'hui, on a, et sur les réseaux sociaux, moi je suis beaucoup sur Twitter, etc., on a beaucoup des discussions de gens qui prétendent qu'on peut enlever la voiture des villes complètement et la remplacer que par du vélo, par exemple, et l'inverse en disant le vélo est inutile, ça ne marchera jamais, et donc là, il y a un juste milieu à trouver. Cet article, partant d'un excès, arrive peut-être à une conclusion, on va dire moyenne entre les deux, et essaye de faire comprendre que faut peut-être mettre la moyenne entre les deux. Enfin voilà, c'est ça. Moins radical que ce qu'indique le titre, oui. Quoi. En gros, c'est ça. Ça peut ça aussi. Bah oui, parce qu'il y a plein de gens on a beau dire le tout au vélo, oui, peut-être, mais tout le monde ne peut pas pratiquer le vélo. D'abord, tout le monde ne sait pas pratiquer le vélo. Hein. Ça s'apprend. Tu me diras, ça c'est une autre question. Et puis il y a des raisons médicales aussi. Tu parlais des personnes âgées, mais il faut pas nécessairement être âgé pour avoir des problèmes d'oreille interne et ne pas tenir droit sur un vélo. Ça arrive également. Donc, il faut. Je vais prendre une image, mais ne laisser personne au bord de la route quelque part, c'est peut-être pas idiot aussi. Tu parlais des tricycles ou autres engins du même style. Voilà, pourquoi pas. On peut l'entendre également. Ça marche bien aussi dans les villes où il fait sec, où il fait beau. Je pense que rouler dans la neige, c'est pas toujours. Ça, c'est pas vrai. Parce que, en fait, par expérience personnelle, et beaucoup de gens qui écoutent ce podcast, je pense, j'en suis sûr, qui font du vélo tous les jours, vont te le dire. C'est-à-dire que on peut faire du vélo sous la pluie, sous le vent, sur la neige. Il y a que le verglas qui, pour moi, pose un problème, mais ça, c'est une considération personnelle, étant donné que j'ai quelques problèmes de taille qui font que dès qu'il y a un truc qui va pas, voilà, ça marche pas. Mais c'est parfaitement faisable. On peut tout faire. Effectivement, c'est moins simple que de monter dans sa voiture, d'être au chaud et de conduire. Mais il faut aussi reconnaître que quand vous êtes dans une voiture, vous êtes tout seul, 4 places. Pour une voiture qui fait 3000 kilos ou qui fait 3 tonnes ou 4 tonnes ou 5 tonnes et qui prend une place pas possible, à la place de 10 vélos. Faut reconnaître. Pour le permis classique auto, c'est normalement 3,5 tonnes maximum. Donc, après, ça devient des poids lourds. Je sais pas, je l'ai pas, moi. Donc, voilà. Non, mais voilà, c'est entre le côté radical de la chose, parce que je pense, par exemple, à certaines professions, comme ton médecin, par exemple, qui a besoin de se déplacer, ou certaines professions qui ont du matériel lourd à transporter. J'en connais, qui transportent du matériel lourd sur des vélos cargo, etc. On l'a tous vu. Le rendre universel, entre guillemets, il faut quand même... il va y avoir un peu de marge, mais on peut entendre tout ça. C'est un vrai débat, c'est pour ça qu'on voulait garder, et que je voulais qu'on garde ce sujet, parce que ça ouvre quelque part la conversation et ça ouvre le débat. Je sais pas ce qu'en pense David sur ce côté un petit peu radical, certes, mais pourquoi pas. Moi, ici, de mon côté du monde, ça pourrait fonctionner une partie de l'année, à condition que le reste de la circulation soit écarté, parce que rouler en vélo à Bangkok, c'est le but aussi, aussi c'est très dangereux. Maintenant, ici, on a 6 mois de beau temps et 6 mois de saison de pluie, et je pense que rouler dans un orage tropical, c'est pas beaucoup mieux que sur le verglas. Oui, là aussi les grands, la prise au vent ou etc. Ça peut, voilà, un cas n'est pas l'autre. Il faut le rappeler toujours. Il faut voir si tout ça est raisonnable à un certain degré, mais des solutions existent. C'est ça qui est bien aussi. Juste pour dire que moi je suis pas un fanat, un extrémiste du vélo. Je pense que c'est une bonne idée, mais effectivement il y a des cas où c'est pas possible de l'utiliser et où la voiture reste indispensable. Mais à l'opposé, il faut bien aussi que les gens comprennent, ceux qui sont en voiture et qui font 5 km pour aller chercher une baguette de pain, qu'ils pourraient parfaitement le faire avec un vélo. Voilà, c'est juste ça. Et qu'à partir du moment où vous enlevez les voitures qui sont inutiles, les autres voitures peuvent circuler très facilement, beaucoup plus facilement, les vélos aussi, les piétons
de la même façon, etc. Voilà, c'est juste ça. Oui, et puis rappelez aussi qu'un véhicule, il y a des statistiques là-dessus, reste 95% de son temps stationné dans son parking ou le long du trottoir. Hein, et donc finalement, c'est vrai que la voiture partagée, si on veut être un peu plus modéré et garder quand même des véhicules, qu'ils soient électriques certes ou autres, mais qu'ils soient partagés et qui les permettent de les faire rouler plus longtemps, ça fait moins de place de stationnement, ça veut dire plus de place pour faire de l'espace pour les gens, pour les piétons, pour les vélos, pour les autres véhicules, etc. Et puis on respire mieux aussi. On fait la leçon à personne, mais ça me paraît quand même, c'est pétri de bon sens. Hein, ce qu'on dit là, c'est juste du bon sens. C'est pas de l'écologie, c'est pas de l'extrémisme ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, ça me paraît assez évident que. On peut pousser le bouchon très très loin. C'est-à-dire que une place de parking, vous pouvez mettre des arbres à la place. Oui. Et les arbres, ça vous permet d'avoir moins chaud quand il fait chaud. Voilà. C'est ça. En ville. C'est un truc bête, mais c'est pourtant de la thermodynamique de base. Voilà. Bon, voilà, faut comprendre ça aussi. Il y a aussi, et après on passera au sujet suivant si tu veux bien, mais effectivement on parle des villes. Hein. Les campagnes c'est peut-être encore différent. Les gens qui vivent parce que là t'es des fois très isolé, donc finalement c'est aussi une question de sécurité quelque part, d'avoir à sa disposition, peut-être pas pour tout le monde, mais enfin pas une voiture par habitant, mais qui est quand même à disposition un véhicule pour des cas d'urgence, pour transporter quelqu'un d'urgence à l'hôpital ou pour faire une course particulièrement importante, ou enfin que sais-je, pour faire des longues distances qu'on ne peut pas faire à vélo, si ce n'est, alors les longues distances à vélo on peut les faire, mais pour du loisir à ce moment-là, peut-être pas pour des trucs. Oui, tout à fait. Mais là aussi, on peut discuter très longtemps et on peut ouvrir le sujet sur beaucoup de choses. On est à la campagne, il y a moyen aussi, plutôt que de supprimer les trains, par exemple, et de les avoir supprimés depuis 30 ans, la SNCF en France, par exemple, de remettre du ferroviaire pour que les petits villages, etc., soient plus accessibles, plutôt que de se taper 50 km pour aller à la première gare. Voilà, c'est un truc tout bête, mais bon, c'est une question de politique, c'est une question de volonté. De volonté, exactement. C'était le mot que j'allais prononcer pour conclure ce sujet, sauf si David avait un truc à rajouter. Parce que j'ai vu que son doigt se levait. Non, voilà. Donc, on peut passer à la suite. Mais n'hésitez pas, vous de votre côté, à commenter cet édito et à apporter également votre petite pierre à l'édifice, ou grosse pierre à l'édifice. On le lira avec plaisir. On va faire une petite escapade sur la Lune, mon bon David. La Lune, un cube aurait été aperçu sur la face cachée de la Lune. Et ça, c'est quand même très bluffant, l'histoire du cube repéré par les Chinois. Voilà, donc c'est le rover chinois de la mission Chang'e qui s'appelle Yutu-2 ou Yutu-2. Qui n'est pas le groupe rock il ne chante pas. Ah oui, mais non, c'est pas U2, c'est Yutu, Y-U-T-U. Donc voilà, une mission qui a été lancée en décembre 2018, qui était une mission de quelques mois qui finalement continue à tourner depuis quasiment 3 ans. Et ils auraient aperçu quelque chose qui ressemble à un cube. Photo prise par la sonde, et ce cube se trouverait à 80 mètres de la sonde. Évidemment, ce cube ne fait que quelques pixels sur la photo, donc c'est un mystère qui probablement n'est que soit une illusion, soit une construction naturelle, mais qui, vue de loin, ressemble à un cube. N'empêche que la sonde est en route, le rover est en route pour aller explorer ça de plus près. Il faut rappeler que pendant des années et des années, on a vu un visage sur Mars avec les premières sondes qui s'en sont approchées, et ce n'est que il y a quelques années, lors de visites plus récentes, qu'on s'est rendu compte, qu'on a confirmé que c'était juste une impression, tout comme on regarde les nuages et qu'on trouve des formes dans les nuages. Ce qui est assez intéressant, c'est que la sonde va mettre 2 à 3 jours lunaires. Alors là, je me suis un peu renseigné, parce que il y a 2 définitions du jour lunaire. D'un côté, il y a le jour lunaire, on dit que c'est quasiment un mois terrestre, mais d'un autre côté, le jour lunaire réellement, c'est 24h50, parce qu'en fait, la Lune présente toujours le même côté à la Terre, tourne avec la Terre,
lunaire, mais par contre, il y a ce mouvement inverse qui fait que le vrai jour lunaire est plutôt de 24h50. Ici, apparemment, il parle en jour lunaire en mois. Donc, ça va prendre 2 à 3 mois pour la sonde aller là-bas, parce qu'en fait, c'est une sonde qui ne peut pas voyager en plein soleil pour éviter la surchauffe. Quand il fait noir, il fait très froid et il n'y a pas de soleil. Donc la sonde ne sait pas recharger ses batteries et donc elle n'avance que de quelques mètres par jour parce que il faut pas qu'elle se renverse, qu'elle tombe dans un trou. Ouais. Et avec les temps de communication, voilà, ça avance aussi rapidement qu'un escargot. Donc voilà. L'image que tu as pris est très bonne, l'histoire des nuages. C'est vrai que quand tu regardes intensément un nuage, tu finis toujours par y voir quelque chose. Il y a eu quand même cette photo qui a circulé sur Internet pendant des années, où quelqu'un avait vu l'image du Christ dans l'anus de son chien. Je sais pas si vous vous rappelez de cette image. Et c'est vrai que quand on nous le disait, on regardait. Ah oui, effectivement, on voit les bras vers le ciel, etc. C'est très particulier, mais en même temps, c'est l'imagination. Ça, c'est parce qu'on est comme ça, nous les humains, on a de l'imagination et donc voilà. Et donc là, effectivement, quand on regarde la photo, on se dit tiens, il y a une protubérance dans l'horizon lunaire qui est assez évidente. Et puis quand on zoome, alors évidemment la qualité de la caméra fait que c'est pas très net, faut être très très clair. Mais on me dirait que c'est Notre-Dame de Paris, on pourrait le croire aussi. Je vous le dis, c'est une question d'imagination. Non, mais c'est vrai, Picaboo, tu vois l'image comme moi. On dirait, voilà, où c'est les Twin Towers avant l'attentat. Peut-être, éventuellement, tu vois. Donc, ça peut être n'importe quoi. Alors, tout le monde s'y est un petit peu, s'y est lancé et a donné son petit avis sur la question. On a eu comme ça plein de commentaires également sur, rappelez-vous, les photos qui avaient été ramenées de la Lune pendant l'émission Apollo. Et donc, voilà. On verra bien, puisque du coup, le petit robot Tutu va sur place. Il va s'enquérir de ce que c'est que ce cube, et on en saura plus. On pourrait être bien étonné maintenant, et ce sera peut-être le début le début de 2001 Odyssée de l'espace en 2022, puisque finalement il sera proche du cube en 2022. C'est déjà foutu pour cette année-ci. Caramba. Qu'en penses-tu, Picaboo? Tu l'as vu la photo? J'ai vu. Pour toi, c'est quoi? Allez, ton imagination, elle te dit quoi? Je sais pas. Peut-être un mirage créé par la chaleur, je ne sais pas. Au moment où la photo a été prise, il y avait peut-être je sais pas quoi qui s'est dégagé à cet endroit-là. Ouais, j'ai entendu il y a pas très longtemps j'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps qui expliquait que certains cratères de la Lune étaient faits avec certains composants, certains minéraux qui, quand ils apparaissent au Soleil, généraient du gaz. Ah oui. Et que ce gaz était assez faible en termes de densité, mais qu'il suffisait à rendre ces cratères presque brillants de point de vue de la Terre. Et que c'est à cause de ça que depuis très longtemps, depuis des siècles, certains ont cru voir des petites personnes habiter sur la Lune à certaines époques. Voilà. Donc là, je sais pas, je me dis peut-être il y avait de la poussière, ou il y avait je ne sais pas quoi. Enfin, je sais pas. Je peux pas savoir ce que c'est. On peut pas présumer avant de l'avoir vraiment regardé, quoi. C'est ce que disait David tout à l'heure. Hein. Sur Mars, on a cru pendant 50 ans qu'il y avait un visage, alors qu'en fait, ça n'était pas un. Donc, bah non, évidemment. Ça fait des bons films, ceci dit. Hein, mais oui, bon, oui, ou des bonnes bandes dessinées. Si ça se trouve, c'est Dupont. Ou Dupont. Ah, c'est Dupont et Dupont. C'est peut-être l'un ou l'autre. On ne sait pas. Allez, on passe à la suite. Et c'est Picaboo qui va garder la parole. On va parler de Live 360. Il faut que tu rappelles ce qu'est cette entreprise qui manifestement chipote, ou en tout cas tripote allègrement les données privées de leurs clients, on va dire. Oui, c'est une entreprise qui fournit à environ 33 millions d'utilisateurs des moyens de suivre proches, familles, animaux, domestiques, etc. Alors, j'allais dire suivant leur consentement, mais pour les animaux domestiques, bon, ils n'ont pas vraiment le choix. Mais pour les proches et la famille, ça c'est le cas, et c'est suivant leur consentement. Et c'est un service gratuit. Mais
évidemment, au bout d'un moment, le gratuit, c'est parce que c'est vous qui êtes payant, en gros. Enfin, voilà, il y a un truc quelque part. Et comme le disait The Markup, alors si vous vous souvenez bien, si vous suivez un petit peu ce podcast, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de The Markup, qui est une association à but non lucratif aux États-Unis qui a fait une enquête assez poussée sur un certain nombre de sociétés qui revendent des données personnelles. Et Life 360 en fait partie, comme par hasard. Et il semblerait que Life 360, si vous ne le saviez pas, et moi je l'ai appris avec cette news, soit en train de racheter une petite chose qui s'appelle Teal. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Teal. On parlait tout à l'heure d'AirTag, et là, Teal, c'est le concurrent des AirTag, qui d'ailleurs a plus ou moins attaqué Apple en disant c'est pas du jeu, c'est de la contrefaçon, c'est du machin, c'est de la concurrence déloyale, etc. Et Teal est en train de se faire racheter donc par Life 360, et bien entendu, ce que dit The Markup, c'est que, contrairement à ce que prétend cette entreprise, les données qui sont soi-disant anonymisées pour être revendues derrière, en fait ne le sont pas du tout, puisque les entreprises qui récupèrent ces données ont des moyens de rénominer, j'allais dire, renominer, je sais pas si on dit ça comme ça, les données, ou réattribuer, c'est ça, les données, à partir du moment où elles les récupèrent, parce qu'en croisant un certain nombre d'autres informations, ils peuvent savoir qui a fait quoi, à quel endroit. Donc, la petite bricole a mis un peu la puce à l'oreille de The Markup, qui soulève le lièvre, en disant, attention, parce que là, il y a quand même un truc qui est pas normal, et les gens qui sont chez Teal aujourd'hui, vous allez peut-être vous faire squeezer du coup avec cette histoire. Donc voilà, bon, ça remonte après à quelque chose qui est un peu plus ancien, c'est-à-dire qu'il y avait de la pub, il y avait des choses comme ça dans le SDK de Teal à une certaine époque. Maintenant, il va peut-être passer sur un autre système économique, un autre façon de gagner de l'argent, en plus de ce qu'ils ont fait. Ils veulent rentabiliser l'achat en gros, aussi, pour dire. Oui, c'est ça. Oui, il y a de ça aussi. Donc finalement, il y a un lien avec le sujet à la lettre A, quelque part, ce qu'on disait tantôt. Sans l'avoir voulu, on a déjà un petit peu parlé de cette problématique de l'espionnage. Je sais pas ce qu'on pense, David, de cette affaire-là. C'est vrai que souvent, on l'évoque de temps en temps ici, des sociétés en rachètent d'autres, et que sans s'en rendre compte tout de suite, mais ça crée quand même des petites torsions, on va dire, ou des petites, je sais pas quel est le mot, je suis pas à court de mots de vocabulaire aussi ce soir. Tension. Une tension où on se rend pas directement compte de ce que ça peut impliquer, justement, par rapport à nos données personnelles ou autres. David, ton avis? C'est une histoire de pognon, quoi, c'est tout. Merci, David. Voilà. C'est résumé en quelques mots. Je sais pas quoi dire de plus. Bah non plus. Du coup. Voilà. Oui, mais voilà. Alors moi, je savais déjà pas Life. On dit bien Life et non pas Live, parce que Live 360, c'était, si je me rappelle bien, une société qui permettait de. Live 360, c'était une société qui permettait de faire du streaming audio à l'époque, au début de ce siècle, si je ne dis pas de bêtises. Live 360, je connaissais pas déjà cette entreprise, donc voilà. Donc comme ça, c'est clair. Mais vous irez jeter un petit coup d'œil sur l'article, puisque vous le savez, tous les articles, tous les titres dont on parle dans ce podcast, eh bien, on vous laisse en pâture les liens vers ces articles pour que vous puissiez vous faire vous-même une opinion et éventuellement revenir chez nous sur notre site, par exemple, pour commenter cette actualité, ou peut-être pour aller plus loin, pour aller chercher de votre côté aussi plus d'infos sur le sujet, si le sujet vous intéresse, bien sûr. Merci, Picabo, pour ce sujet. On en est à la lettre T comme Tesla, David. Tesla qui va permettre peut-être déjà à ses clients, ou en tout cas les passagers de ses clients, on ose l'imaginer, de pouvoir jouer avec la voiture, dans la voiture plus précisément. En effet, donc Tesla, les véhicules Tesla en fait ont un grand écran à l'avant du véhicule, et c'est un écran, c'est un ordinateur de bord avec des applications, mais qui ne permettait pas de jouer. Et l'été dernier, une mise à jour poussée vers les véhicules, donc les mises à jour OTA, Over the Air, ont ajouté
des jeux et ajouter la possibilité de jouer. Évidemment, l'écran se trouvant à l'avant, c'est quand même très près du conducteur. Maintenant, ok, les véhicules Tesla ont la possibilité de conduire de manière autonome, mais qui ne peut pas normalement être utilisé sans être attentif pour reprendre le contrôle en cas de souci. Et donc, voilà, ça crée une assez grande polémique pour ce qui est de la sécurité des véhicules. D'autant plus que il y a un petit avertissement, donc quand on essaie de démarrer les jeux, qui disent que l'utilisation des jeux arcade Tesla ne peuvent être accessibles uniquement pour le passager, pas pour le conducteur. Veuillez vérifier les lois locales avant de commencer à jouer, mais il n'y a absolument rien qui empêche le conducteur de cliquer sur le bouton pour continuer et pour jouer. Ouais. Et la nouvelle est sortie il y a quelques jours et j'ai lu ça en fait il y a quelques heures. C'est qu'apparemment il y aurait déjà une investigation qui a été lancée par l'autorité américaine de sécurité du transport qui va un peu plus se pencher sur cette histoire. Plusieurs médias ont essayé de contacter Elon Musk pour avoir du feedback. On n'a pas eu de nouvelles de lui. Il est peut-être occupé sur Mars ou en train de fixer les boosters de ses fusées, je ne sais pas. Mais en tout cas, jouer au volant, c'est une bonne idée, quoi. Oui, enfin, de nouveau, c'est tentant. Il y a un ordinateur de bord assez puissant. Hein. On va vous faire des dessins et donc un grand écran. C'est vrai que pour le coup, il y a un grand écran. Ils sont pas moqués des consommateurs. Je trouve ça quand même beaucoup mieux d'avoir un écran de cette taille-là comparé aux écrans rikiki qu'on vous met dans les voitures aujourd'hui. C'est juste une simple blague, quoi. Enfin bref. Et donc là, il y a un grand écran et vous pouvez jouer avec. Alors moi, je pourrais comprendre que ça fonctionne uniquement quand la voiture est à l'arrêt. Par exemple, pour divertir les gamins quand on doit faire une course, ils sont bloqués dans la voiture pour X raisons, voilà. Ça, je pourrais encore le comprendre, mais en roulant, franchement, est-ce bien utile? S'il y avait des écrans... Tu vois, dans les appuis-têtes à l'arrière, comme ça se fait maintenant dans certaines berlines. Mais l'écran n'est quand même pas si grand que ça. C'est un écran de 12 pouces. Donc, 12 pouces, c'est pas mal. Hein. Pour les gamins qui sont à l'arrière... Ah, oui. C'est quand même relativement loin, 12 pouces. 12 pouces, c'est une grande tablette, quoi. Oui, c'est un iPad Pro. Les tablettes grand format, c'est 10 pouces, donc c'est pas si grand que ça, surtout quand on est à l'arrière. Donc, c'est soit pour la personne qui est assise à la place du mort, comme on dit, c'est-à-dire pas le conducteur, mais la personne à côté, ou le conducteur qui ne conduit pas et qui joue, ce qui peut aussi s'appeler la place du mort. Oui, aussi. Enfin, toutes les places deviennent la place du mort, du coup. Hein. Quand on a un chauffeur qui met ce genre d'application en route, on peut se poser des questions. Mais voilà, c'est peut-être le petit côté farcounet d'Elon Musk. Hein, et je rappelle quand même que, comme c'est un ordinateur, il y a, dans l'ordinateur de bord des Tesla, il y a toute une flopée d'easter eggs à aller découvrir. On en avait déjà parlé dans des épisodes précédents, il y a déjà très longtemps de ça. Vous faites quelques manipulations et, par exemple, plutôt que d'avoir le profil de votre voiture sur l'écran, vous avez la voiture de James Bond, par exemple. Voilà, donc des choses comme ça. C'est le côté un peu farce, on va dire, de son propriétaire qui remonte à la surface. Là, ça va peut-être effectivement un pas trop loin. Avis tout à fait personnel. Mais bon, voilà. On peut en faire des tonnes non plus. Je sais pas ce que t'en penses, Picaboo. De toute façon, toi, tu t'en fous, t'es à vélo. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas l'écran sur mon vélo. Non, mais je me posais quand même la question de savoir s'il allait pas sortir des manettes de jeu, du coup. Hein, mais il y a le volant, hein. Tiens, tu retires le volant, tu le donnes aux enfants à l'arrière, allez, joue avec. Et de toute façon, on est en conduite autonome. On peut toujours rêver. Oui, ou alors un jeu de voiture. Où le volant est utilisé comme manette. Et donc, au lieu de regarder la route, on conduit le volant en regardant le jeu sur l'écran central. Enfin, voilà. Bon, vous ferez votre opinion, vous, de votre côté, évidemment. On n'en doute pas un seul instant.
comme TikTok. On va un petit peu parler du réseau social TikTok qui, depuis un petit temps maintenant, a le vent en poupe, c'est le moins qu'on puisse dire. On en sait un tout petit peu plus manifestement sur l'algorithme de TikTok qui aurait fuité. Avant de te passer la parole, David, je tiens à signaler aussi que TikTok a lancé depuis ce jeudi, si je dis pas de bêtises, ou depuis cette semaine en tout cas, ça c'est sûr, des profils professionnels pour les entreprises, avec des aides spécifiques, un petit peu comme l'a fait Facebook précédemment, pour aider les entreprises à se positionner sur TikTok. Mais je te passe la parole, parce que là, il s'agit de tout à fait autre chose, c'est le mode de consommation induit par les algorithmes de TikTok. Voilà, donc l'algorithme derrière TikTok a fuité. Il a fuité par un employé qui a été un petit peu dérangé par les méthodes utilisées. Un algorithme qui faisait partie en fait d'un document qui était destiné à expliquer aux nouveaux employés le fonctionnement de la plateforme et qui a été ensuite confirmé par un porte-parole. Donc c'est une info qui est confirmée et c'est un algorithme qui, en très résumé, aurait tendance à pousser les internautes déprimés vers des contenus qui sont tristes et déprimants. Ça c'est pour parler du côté négatif. Évidemment, si on est heureux, ça va pousser vers des contenus heureux. En quelques mots, l'algorithme a deux buts. Premièrement, c'est que les personnes restent, et deuxièmement, que les personnes reviennent. Alors, bon, je trouve pas ça très extraordinaire, parce que c'est un peu le but de tous les réseaux sociaux, de garder, de capturer les visiteurs et de les faire revenir. Il y a une formule qui a été qui faisait partie du document, une formule entre guillemets mathématiques, qui en résumé dit qu'il y a 4 objectifs. Il y a un objectif de valeur de l'utilisateur, un objectif de valeur de l'utilisateur à long terme, la valeur de création qui dépend du nombre de publications, la fréquence des publications, la rétention d'une personne qui publie des vidéos, et évidemment le côté monétisation et au final la valeur pour la plateforme. Bon, c'est un petit peu du chinois. Bon, maintenant TikTok c'est un petit peu chinois aussi. Voilà. Ça, bon, je dirais que mon impression c'est, voilà, l'algorithme n'a pas vraiment dit grand-chose, tout en disant la même chose que les autres. Ce qu'il y a de clair, c'est que voilà, c'est quelque chose d'addictif, et oui, quelque chose de quand même de différent, c'est que il y a un aspect où ils veulent éviter que les gens se fatiguent, et donc au lieu de montrer 10 vidéos exactement les mêmes, ils vont faire du profiling et faire des recommandations sur des vidéos différentes selon le profiling qui a été fait. Chose que je vais ajouter, c'est que l'analyse qui en a été faite par après, c'est qu'en fait, sur chaque vidéo qu'un enfant, qu'un adolescent, mais bon, je dirais une personne adulte peut plus facilement réfléchir de manière avec un certain détachement qu'un enfant sur les vidéos qui lui sont présentées. En fait, en quelques heures, l'algorithme est capable de détecter les goûts musicaux, détecter les goûts physiques, quel genre de fille ou de gars qui lui plaît, de savoir s'il est déprimé, oui ou non, s'il a éventuellement une propension à s'intéresser aux drogues, à la cigarette ou toute autre information sensitive, et profiter de cette information pour utiliser ça comme facteur addictif.
Effectivement, tu disais rien de neuf, mais ça va toujours. J'ai toujours l'impression que ça va un tout petit peu plus loin. Et tout de suite, tu vois que t'es déprimé, ils vont te proposer des sujets avec des cortes et des poutres, et en te proposant quelque part le suicide. Un jour ou l'autre, on va avoir un truc comme ça. On va avoir quelqu'un qui va dire oui, mais si ma sœur s'est suicidée, c'est parce que elle était sur telle ou telle plateforme. On va accuser personne pour l'instant, et que cette plateforme ne lui a fait que des propositions qui tendaient à ce qu'elle déprime encore plus, par exemple. Hein, c'est ça qui quelque part fait peur dans ce genre de manipulation. Au-delà de l'aspect, c'est pas sur ces plateformes-là que vous allez découvrir quelque chose de neuf ou d'original ou de qui sort de l'extraordinaire. Puisque la plateforme, l'algorithme vous analyse, elle ne va vous proposer que ce que vous aimez, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Picaboo, une opinion sur le sujet, j'imagine? Non, parce que du coup, je l'utilise pas, donc je suis très mal placé pour en parler. Maintenant, c'est comme tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire que leur but, c'est qu'effectivement, on soit sur le réseau social en question, parce que c'est leur moyen de subsistance. Donc, ok. Est-ce que les gens qui vont sur le réseau social en question sont bien conscients de ce que ça implique? Ça reste à déterminer. Je suis pas certain que les gamins qui ont 10, 11, 12 ans, j'en sais rien, je sais pas quel âge on va sur TikTok, soient très avertis de ce genre de choses, et que ça les intéresse beaucoup d'ailleurs, j'en suis pas certain. Voilà. Enfin, moi, effectivement, ça peut être gênant, mais c'est la même réflexion qu'on fait depuis des années à Facebook, et consorts, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est Instagram et compagnie. Pour ma part, pour avoir testé TikTok pendant quelques mois, c'est une plateforme addictive parce que ce sont des vidéos très courtes qui s'enchaînent donc à un rythme relativement soutenu, donc t'as jamais vraiment le temps de te fatiguer d'un truc, tu passes très vite à la suite, donc relativement addictif. Même moi je me suis laissé prendre au jeu, hein. Je vous avoue franchement que tu commences à 18h, il fait clair, et quand tu raccroches le truc tu te dis mais pourquoi je dois allumer la lumière ici, parce que sans te rendre compte t'as passé 3 heures sur ce truc à la con, à regarder à perdre ta vie sur des vidéos ridicules, parce que le plus souvent il y a un peu de créativité, on va pas être très trop méchant, il y a des gens qui font quand même des vidéos relativement créatives qui ont beaucoup d'imagination et qui arrivent à produire des choses relativement bien pensées et originales, qui mériteraient d'avoir plus d'espace entre guillemets pour être développées, mais c'est pas la majorité, faut être honnête aussi. Et alors s'agissant des tranches d'âge, même si au départ c'était les très jeunes, on voit qu'aujourd'hui les créateurs, il y a énormément de créateurs de tous les âges, et même d'âges certains des fois, donc ça commence à toucher des publics de plus en plus larges, donc voilà, c'est vraiment, quand on dit le terme passe-temps, tu vois, tu peux imaginer d'avoir un passe-temps. C'est pour passer le temps, comme tu vois, tu attends dans le couloir chez le dentiste ou autre, t'as besoin d'un passe-temps parce que tu n'as que ça à faire, c'est une chose. Mais là, c'est le genre de plateforme qui te fait perdre ton temps, quelque part. Je pense qu'il y a énormément de gens qui perdent énormément de temps devant ce genre de vidéos, au lieu d'écouter des podcasts intéressants. Par exemple. Je vais ajouter un petit quelque chose, c'est que, bon, moi ici, étant en Asie, j'y ai été exposé probablement plus rapidement qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. Moi, personnellement, je n'ai pas de compte TikTok. J'y suis exposé parce qu'évidemment, on reçoit des partages, c'est inévitable. Mais moi, personnellement, j'y suis quasiment allergique et je trouve... Bon, c'est une opinion personnelle, mais j'ai un sentiment que c'est quelque chose de malsain. J'ai recherché des informations, des articles, et je suis tombé sur un article qui était assez intéressant. Malheureusement, bon, c'était il y a quelques mois. Je ne l'ai pas gardé, mais ça faisait un peu ça comparait un peu le culte, comme on voit dans les films américains à l'école, où il y a la fille cheerleader qui tombe amoureuse du capitaine de l'équipe de football, et
si la fille n'est pas jolie comme ça, elle ne vaut rien. Si le gars n'est pas beau comme ça, il ne vaut rien. Et ça donnait l'exemple en fait d'une vidéo qui avait été publiée. Je sais plus si c'était sur TikTok ou sur YouTube, mais c'était un adolescent qui était en train de se refaire les cheveux pendant 20 secondes. Il n'a pas dit un mot, rien du tout. Et c'est la seule vidéo qu'il a publiée et il avait des millions de likes. Il est devenu une idole et il a fait des tournées un peu partout dans les écoles aux États-Unis et toutes les filles voulaient se jeter sur lui. Alors qu'en fait, il a publié une vidéo où il a passé 20 secondes à sourire et se refaire les cheveux. Oui. Bah, il y a des choses comme ça, je te le confirme, il y a des choses comme ça sur TikTok, comme il y en a sur Facebook ou sur Instagram. Je voyais encore une vidéo sur Instagram d'une jeune fille qui expliquait ce qu'elle se mettait sur les cheveux et ça faisait effectivement plusieurs millions de vues. Voilà. Et il y a des marques qui sont prêtes à payer pour être le produit que l'on met sur les cheveux de la jeune fille. Donc il y a un marché qui va autour de ça et voilà, on va pas refaire le monde ici. Je pense que tout le monde, surtout nos auditeurs de manière générale, ont bien compris la tendance du truc. Donc, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que de temps en temps, il y a des petites fuites comme ça. On nous montre comment l'envers du décor, on va dire, comment ça fonctionne, même si on s'en doute un tout petit peu, et jusqu'où ça peut aller, jusqu'où. Par exemple, je savais pas qu'on proposait des vidéos déprimantes aux gens qui étaient déprimés. Je trouve ça très contre-productif. Moi, quelque part, je préférerais montrer des choses gays aux gens qui sont déprimés. Enfin, je sais pas. Mais voilà. Affaire à suivre. Si vous, quand vous êtes déprimé, vous regardez TikTok, surtout, dites-nous ce que vous en pensez, mais arrêtez. Choisissez quelque chose de plus récréatif, peut-être. Et nous voilà à la lettre Z. Z comme Zoom, avec cette information qui est tombée cette semaine, vos vidéoconférences avec de la pub. Il va falloir passer à la caisse à un moment ou à un autre, comme tu le disais là tantôt, Picaboo. C'est vrai, si c'est gratuit, c'est toi le produit. À un moment donné, il va bien falloir se financer. C'est un peu l'idée qu'a Zoom. Ouais, alors cet article a été publié sur un blog qui est le blog d'AdGuard. Je ne sais pas si AdGuard vous dit quelque chose, qui est une petite extension qui permet sur plein de navigateurs et sous plein d'OS de bloquer les publicités. Et bien forcément, ils sont dans le sujet en avertissant leurs lecteurs et leurs utilisateurs que Zoom, donc la société bien connue qui a explosé au moment du confinement, du premier confinement covidesque, était en train de tester une nouvelle façon de faire rentrer du petit pognon dans les popoches, à savoir qu'ils testent en ce moment la configuration d'intégrer des pubs dans vos vidéoconférences. Alors ça m'a fait un petit peu rigoler et rire jaune. Parce que rigoler parce que c'était étonnant que ça soit pas encore le cas, pour être clair. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et puis rire jaune parce que moi je l'utilise de temps à autre. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui, Zoom, et c'est compliqué d'imaginer que vous allez faire une vidéoconférence avec un client, avec une entreprise, quelque chose de professionnel, en vous tapant de la pub en même temps. Et les deux côtés, puisque vous allez vous en taper, mais le client aussi. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir ce genre de choses qui vont se trimballer sur les images au moment où vous allez discuter du nouveau prix que vous voulez négocier pour vendre vos voitures ou acheter vos immeubles? Je suis pas certain que ce soit tout à fait bien placé. Donc, AdGuard dit, c'est dommage parce que eux aussi utilisent Zoom. Ils le disent dans leur article, dans leur blog, et ils trouvent que vraiment il y a une problématique là qui risque d'être un petit peu problématique, quoi. Voilà. La solution, c'est de passer au modèle payant. J'imagine que c'est sur la partie gratuite de Zoom qu'ils vont insérer de la publicité, un peu comme Skype l'avait fait à une époque, si je ne dis pas de bêtises, avec très peu de succès d'ailleurs. Je pense que ça avait été très mal reçu, ou c'était juste une attention de la part de Microsoft qui était déjà propriétaire
propriétaire de Skype à ce moment-là, mais ça avait été très mal perçu, et si ça se trouve, ici, c'est uniquement pour financer la partie gratuite de Zoom, et pour pousser peut-être les gens, tes vendeurs par exemple, d'immeubles ou de voitures, à aller vers un modèle payant, voilà, qui... Mais il y a une partie payante dans Zoom, je pense, hein, oui. Bon, moi j'ai jamais utilisé, mais donc effectivement, ça peut être une façon de les pousser vers la partie payante. Oui. Maintenant, est-ce que ça va pas être une façon de les pousser vers dehors aussi? Parce qu'il y a d'autres moyens de faire de la vidéoconférence. Oui. Je prends par exemple l'exemple, alors je vais revenir sur Apple parce que je les aime beaucoup, les braves gens, et ils ont de temps en temps des bonnes idées quand ils ont eu des mauvaises. Quand ils ont développé les nouvelles versions des OS d'Apple, iOS 15 en particulier, qui maintenant permet de faire du FaceTime, donc un équivalent de Zoom, en gros, hein, même si vous n'avez pas un iPhone. Ou si vous n'avez pas macOS, vous l'utilisez simplement avec votre navigateur. Vous recevez un lien et vous ouvrez votre navigateur, et ça marche aussi, c'est pareil, et à plusieurs, et aussi bien, et aussi facilement, et aussi simplement qu'avec Zoom. Donc, est-ce que ça va pas être une façon de se tirer une balle dans le pied? Voilà. C'est le risque, mais en même temps, je pense qu'ils ont fait quand même, avec la crise Covid, ils ont fait une ou deux levées de fonds importantes. À un moment donné, il faut afficher de la rentabilité, et que ça fait partie des concessions peut-être faites par rapport à l'actionnaire, de dire, voilà, on va aller chercher du pognon de ce côté-là avec un modèle publicitaire, que sais-je, à analyser peut-être plus en profondeur, et à voir comment ça va être reçu effectivement par le public. Ceci étant dit, je pense que leur intérêt, c'est peut-être justement de chasser les gens qui consomment sans payer, tu vois. Finalement, s'ils perdent des consommateurs de bandes passantes et de leurs applications, et des gens qui sont entre guillemets réputés ne pas être ceux qui un jour mettront la main à la poche pour payer un abonnement, autant s'en débarrasser, parce que ça leur coûte, ces gens leur coûtent de l'argent. Donc finalement, la publicité, le peu que ça va leur rapporter, c'est pas ça peut-être le plus important. Peut-être une opinion du côté de chez David, peut-être. Je pense que j'avais lu que la publicité, en fait, en tout cas quand ils ont sorti le truc, c'est sur la page du navigateur à la fin du meeting, c'est bien ça? Je sais pas, moi. C'est pas ma news. C'est pas précisé, là. C'est pas précisé dans la news, dans le truc que j'ai lu. J'avais lu ça, et en fait, je me suis dit, en fait, si c'est à la fin du meeting que la publicité est là, avec les algorithmes qui écoutent et qui savent de quoi on a parlé, ça pourrait éventuellement faire de la publicité pour la compétition. Donc, on a un rendez-vous, un meeting avec un client, et à la fin du meeting, le client reçoit une publicité pour la compétition. Pour le concurrent, tu veux dire? Pour le concurrent. Oui, enfin ça, là tu extrapoles un petit peu. Ceci étant dit, c'est quand même, si effectivement c'est en fin de conversation qu'il y a une pub qui s'affiche, c'est moins invasif que quelque part du bannering ou une interruption dans la communication à un moment donné, acheter la lessive truc-muche pendant que tu es en train de parler avec quelqu'un. Enfin voilà, il faut voir comment effectivement cette publicité va s'insérer dans le process, dans la procédure de communication, mais la question reste posée. On verra bien. On a envie de dire, affaire à suivre. C'est que souvent comme ça qu'on finit par conclure. Puisqu'on en est effectivement à la conclusion de cet épisode 331, chaque fois je suis étonné par le chiffre, et effectivement il ne fait que grandir. Il grandira pas à la prochaine sortie d'un épisode, ce sera un bonus la prochaine fois, puisque vous le savez, on a toujours des trucs à dire en plus, et ça conduit à un bonus qui sortira très rapidement. N'hésitez pas à nous suivre via nos réseaux sociaux comme d'habitude, ou évidemment sur notre chaîne YouTube, ou sur les applications de podcast, ou sur notre site. C'est là que tout est regroupé. lestechno.be, c'est un petit peu notre phare. c'est là qu'on se retrouve. Merci Picaboo, merci David, et on se redit donc du coup à très bientôt pour le bonus. Passez une très bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin des autres également. À très bientôt, salut.